Les 8 grandes étapes pour devenir DevOps. Alors, le titre peut paraître étonnant car de base, le DevOps, c'est pas un métier, mais la réalité, c'est que sur le marché de l'emploi, ce qui va être recherché, ça va être des ingénieurs qui maîtrisent les outils et les pratiques DevOps. Donc, je ne vais pas rentrer dans le débat pour ou contre ces intitulés de poste. Au final, ce qui compte vraiment, c'est de savoir automatiser, fiabiliser et livrer plus vite. Dans cette vidéo, je vais te montrer une roadmap claire, les outils les plus importants et surtout les erreurs à éviter si tu veux structurer correctement ta carrière DevOps. Avant de commencer, si vous partez de zéro, je vous conseille fortement d'avoir une première expérience en tant que développeur ou administrateur système. Moi, personnellement, j'ai fait des études en système et réseau. Ensuite, j'ai travaillé 2 ans en data center et j'ai fait 2 ans sur de l'administration système Windows. Donc, c'est assez différent du DevOps, mais ça m'a quand même apporté pas mal de bases. Donc, au niveau des bases, il y a 4 points essentiels. Premièrement, un langage de programmation orienté objet. Ensuite, Linux. Ensuite, Bash et Git. Pour le langage de programmation, moi, je vous conseille Python. Donc, ce qu'il faut apprendre, ça va être les variables, les conditions, les boucles, les fonctions et les concepts qui sont liés à la programmation orientée objet. Et pour chaque concept, prendre des notes et d'y associer un exemple à chaque fois. Là, par exemple, ça va être ma prise de notes pour le langage Python. Donc, j'ai pris des notes pour les variables, les opérateurs, les conditions. Comme vous le voyez à chaque fois, j'ai un exemple simple avec des commentaires. Donc, la prise de notes et les exemples, ça va être le meilleur moyen de structurer correctement son apprentissage. Et surtout, n'hésitez pas à vous aider de l'IA. Donc, que ce soit pour la prise de notes ou les exemples, vous allez aller beaucoup plus vite. Structurez aussi vos notes au format Markdown, ça va être plus lisible lorsque vous allez stocker ces notes sur GitHub ou GitLab par exemple. Et n'hésitez pas aussi à reformuler avec vos propres mots, c'est le meilleur moyen de retenir les choses. Deuxième point important, ça va être Linux. Donc, si vous partez de zéro, je vous conseille de prendre une image Debian ou Ubuntu, ou ce que vous voulez, et ensuite vous faites l'installation manuelle via une machine virtuelle. Ensuite, le but, ça va être d'avoir des bases solides. Donc, il faut apprendre tout ce qui est structure de répertoire, commande de base, permission, édition avec Vim, élévation de privilèges avec sudo, la gestion des utilisateurs et des groupes, les variables d'environnement, la gestion des flux, donc std in, std out et error, système D avec les services, journal CTL pour les logs et les processus. La liste est encore longue. D'ailleurs, si vous souhaitez être plus productif dans le terminal, je vous ai mis dans la description le lien du guide complet de mon setup WSL. Troisième point, ça va être le scripting bash. Donc là, c'est la même chose que le langage de programmation, les variables, les conditions, les boucles, les fonctions, mais avec une syntaxe différente. Donc le bash, c'est surtout utilisé pour faire des scripts rapides. Si vous avez besoin de plus, généralement, vous allez passer sur un langage comme Python. Surtout si vous avez besoin de faire une vraie application, généralement, vous allez utiliser un framework comme Flask, FastAPI ou Django. D'ailleurs, une bonne alternative au langage Python, ça va être le langage Go, parce que c'est utilisé dans la plupart des outils DevOps, par exemple Kubernetes. Donc, si vous avez des perspectives d'évolution dans le développement d'outils DevOps, ça peut être vraiment bien. Et surtout, vous allez pouvoir faire des contributions open source plus facilement. Et le dernier point, ça va être Git. Donc, au niveau des bases, il faut savoir initialiser un répertoire et pousser vers un repo distant sur GitHub ou sur GitLab, par exemple. Ensuite, les commandes de base, savoir gérer les conflits, savoir revenir en arrière et comprendre les stratégies de branche. Donc voilà pour la première étape. Donc prenez le temps d'avoir des bases solides parce que on ne peut pas aller sur du Kubernetes si on ne maîtrise pas les commandes de base Linux, par exemple. Donc la deuxième étape, ça va être la conteneurisation avec Docker. Docker aujourd'hui, c'est un standard. Comme n'importe quel outil, commencez avec les concepts et les commandes de base. Ensuite, faites votre Dockerfile avec différents langages de programmation et instanciez les images. Bien comprendre qu'un conteneur, ça va être l'instance d'une image. Après, ça va être les volumes pour la persistance des données. Le réseau pour assurer la communication entre des conteneurs. Docker Compose pour regrouper plusieurs conteneurs et gérer, par exemple, des dépendances. Ensuite, le build multistage. Donc ça va permettre d'utiliser plusieurs images au sein d'un Dockerfile et à la fin, on va garder seulement ce qui nous intéresse. Grâce à ça, on va gagner pas mal d'espace aussi en réduisant la taille des images. Ensuite, le principe de registry, donc bien comprendre la différence entre une registry publique, le Docker Hub par exemple, et une registry privée. Et terminer par tout ce qui est bonne pratique et sécurité. Troisième étape, ça va être le cloud. Donc, les trois principaux, ça va être AWS, Azure et GCP. Moi, personnellement, j'utilise AWS, mais vous pouvez choisir celui que vous voulez. Et si vous n'êtes pas familier avec le cloud, je vous conseille de commencer par créer des ressources sur l'interface web. Ensuite, vous créez ces mêmes ressources via la ligne de commande. Et une fois que vous êtes assez à l'aise, là, vous allez pouvoir passer à l'infra as code. Concernant les services principaux, donc là, j'ai listé les services sur AWS, mais
Normalement, il y a l'équivalent sur, tous les cloud providers. Donc IAM, ça va être le service pour la gestion des accès aux ressources. EC2, ça va être pour pouvoir créer des instances. S3, c'est le service de stockage. CloudFront, c'est pour la distribution. Route 53, c'est le DNS. ACM, ça va être pour les certificats. Et Secret Manager, comme son nom l'indique, pour gérer des secrets. Au niveau du serverless, principalement, ça va être Lambda. Maintenant, moi, ce que je vous conseille, c'est d'interconnecter des services entre eux. Par exemple, utiliser API Gateway qui va appeler Lambda et Lambda qui va écrire dans DynamoDB. Et au niveau du réseau, donc, il faut comprendre comment fonctionne le réseau au niveau du cloud. Donc, c'est un système de couches. On va commencer par la région. Dans la région, on va trouver des VPC. Dans les VPC, on a des zones de dispo. Dans ces zones de dispo, on a des subnets et dans les subnets, des security groups. Et important aussi à savoir comment fonctionnent les tables de routage et les différentes gateways. Normalement, vous aurez couvert une bonne partie du réseau sur le cloud. Quatrième étape, ça va être l'infra as code. Donc, il existe plusieurs outils comme Terraform, Pulumi, OpenTofu, etc. Moi, je vous conseille de commencer par Terraform. Donc, Terraform va utiliser le HashiCorp langage. Ensuite, comme chaque outil, il faut apprendre les commandes de base. Il faut apprendre la gestion du state, les providers, les ressources, les data sources, connaître la différence. Comment sont utilisées les variables dans Terraform, la différence entre le local et le remote exec. Les modules, donc pour les personnes qui utilisent Ansible, l'équivalent des modules dans Terraform, ça va être les rôles dans Ansible. Les locales et les lookups et les workspaces pour séparer les différents environnements. Cinquième étape, les pipelines CI/CD. Donc là, par exemple, vous pouvez utiliser GitLab CI ou GitHub Action. C'est les deux plus utilisés. Donc prenez une application simple, une to-do list ou n'importe quelle autre application basique. Donc faites des tests unitaires en vous aidant de l'IA. Là, le but vraiment, c'est pas de maîtriser le développement. Là, le but, c'est surtout d'automatiser les choses. Ensuite, builder une image avec un Dockerfile et pousser cette image vers une registry. Et enfin, vous déployez. Donc moi, au début, je vous conseille de déployer sur une instance EC2, histoire de comprendre le principe. Après, plus tard, vous pouvez aller un peu plus loin, déployer sur des clusters Kubernetes, faire des stratégies un peu plus poussées. Mais au début, c'est déjà pas mal. Et faites très attention à la gestion des secrets, donc les tokens, les clés, les mots de passe. Faites bien attention que ça soit masqué dans les paramètres de variables. Et surtout, vérifiez aussi les résultats des jobs pour être sûr que vous n'avez pas d'informations perso ou confidentielles qui sont leakées. Sixième étape, ça va être l'orchestration avec Kubernetes. Donc, comme toujours, comprendre les principes, savoir quand l'utiliser et ne pas l'utiliser, c'est très important. Parce que dans beaucoup de scénarios, on va mettre du Kubernetes alors que c'est pas nécessaire. On peut partir sur des services comme Container Apps ou Google Cloud Run, qui sont beaucoup plus adaptés pour des petites applications. Ensuite, apprenez les ressources de base, les pods, les namespaces, les déploiements, les services, les secrets, les config maps. Et commencez aussi à utiliser Helm donc pour installer des chartes et à modifier les valeurs par défaut. Donc ça, c'est déjà un bon début. Maintenant, pour Helm, je vous conseille pas de partir directement sur du co-templating ou ce genre de choses, parce que ça va plus vous embrouiller qu'autre chose au début. Et là encore, je vais insister sur l'importance des bases, parce que si par exemple, vous pensez que les namespaces, c'est un concept qui vient de Kubernetes et qui vient pas de Linux, c'est que au niveau des bases, il faut un peu revoir les choses. Maintenant, quand je dis revoir les bases, c'est pas forcément rentrer ultra loin dans les détails et passer des années à comprendre, le noyau Linux ou ce genre de choses. Pour la containerisation, c'est important, de comprendre tout le cheminement. Par exemple, pour Kubernetes, on a la Container Runtime Interface qui utilise runc et dans runc, on a les groupes et les namespaces. Septième étape, le GitOps. Encore une fois, ça va être les bases et les principes. Comprendre que lorsqu'on déploie sur Kubernetes, on n'est plus en mode push, mais en mode pull. C'est-à-dire qu'on va prendre comme source de vérité, un repo Git. Au niveau des outils les plus connus, ça va être Argo CD et Flux CD. Moi, personnellement, j'utilise Argo CD. Ensuite, faites le déploiement d'une application simple et activez la synchronisation automatique. Ensuite, pour aller plus loin, il y a pas mal de concepts comme les générateurs, par exemple, mais je vous conseille vraiment pas de commencer par ça. Faites simple au début et au fur et à mesure, vous allez plus loin en fonction, heu, des besoins. Huitième et dernière étape, ça va être l'observabilité. Alors là, il y a énormément d'outils, mais les standards, ça reste Prometheus et Grafana. Donc pour Prometheus, encore une fois, les concepts, le PromQL, les types de métriques, les exporteurs et l'alerting. Au niveau de l'alerting, on a Alert Manager. Généralement, il est inclus avec Prometheus. Et là, le but, ça va être de configurer des alertes personnalisées. Donc je vous ai donné un lien pour récupérer des alertes qui sont déjà toutes prêtes et c'est pas compliqué à ajouter.
Ensuite, Grafana, donc il faut comprendre comment fonctionnent les data sources et les dashboards pour visualiser les métriques qui sont récupérées par Prometheus. Pour la gestion de log, là, vous pouvez utiliser Loki. Et là, le but, ça va être de comprendre le principe d'ingestion des logs grâce à un agent. Et donc, l'agent par défaut qui va être utilisé, ça va être Alloy, mais il en existe d'autres. Et au niveau du tracing, vous pouvez utiliser Tempo. Donc, Tempo, ça va être une sorte de back-end. Et là, au niveau du collector, le standard, ça va être OpenTelemetry. Maintenant, ça, comme je l'ai indiqué, ça peut venir un peu plus tard. Le plus important, vraiment, c'est de se concentrer sur les métriques, sur les dashboards, sur les logs, les alertes. Donc, si vous voulez mettre en place du tracing, ça va surtout servir à suivre le chemin d'une requête pour étudier, par exemple, les performances. Et pour faire ça, il faudra instrumenter son application. Avant de terminer, je voulais aussi apporter quelques conseils généraux. Donc, au niveau des certifications, moi, je vous conseille celles qui sont orientées pratiques, par exemple les certifications Kubernetes. Et aussi, je vous conseille d'éviter le piège des certifications. Donc, ça sert à rien de passer 10 000 certifications. Il y a beaucoup plus de valeur à créer des projets perso, par exemple. Au niveau du marché de l'emploi, je vous conseille aussi de faire un portfolio avec des projets de bout en bout. Donc, des projets qui vont inclure de l'infra as code, des pipelines CI/CD et de l'observabilité. Aussi, rendez un code public et faites un README avec des captures d'écran et des explications détaillées. Pour les questions d'entretien, je vous conseille d'aller sur le site prépare.sh. Sur ce site, on retrouve aussi des labs pour s'entraîner, mais moi personnellement, j'utilise ce site uniquement pour les questions d'entretien. Et dernier point, la veille technologique. Donc apprenez en continu et faites des contributions open source si vous pouvez. On est dans un domaine où ça évolue très vite et il faut constamment se mettre à jour pour implémenter les meilleures pratiques. Et il n'y a pas de secret pour ça, il faut aimer apprendre. Voilà, donc pour conclure, prenez le temps d'apprendre les bases, comme je l'ai répété plusieurs fois dans la vidéo. Et au niveau de la prise de notes et des exemples, utilisez l'IA pour aller plus vite et puis reformuler avec vos propres mots et vos commentaires. Si vous utilisez WSL, je vous laisse voir le guide en description pour être plus productif. Encore une fois, merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, likez et je vous dis à la prochaine.